Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cet événement en ligne qui s'inscrit dans le cadre des 5 ans de notre média, The Conversation France. Je suis Thibault Liorade, chef de rubrique économie et entreprise, et j'ai le plaisir d'animer avec ma collègue Jennifer Gallet, en charge de la rubrique environnement et énergie, ce quatrième webinaire sur les 5 événements que nous vous proposons à l'occasion de ce 5e anniversaire. Alors, peut-être vous avez assisté à l'événement sur l'école de demain, celui sur la ville, celui sur les mystères du cerveau. Il en restera un qui est prévu la semaine prochaine. Il concernera l'espace, qui est prévu le jeudi 26 novembre prochain. Et nous allons nous intéresser pour ce quatrième webinaire à la vie des arbres. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, Catherine Collet et Serge Muller, qui nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation pour cet événement. Catherine Collet et Serge Muller que vous présentera ma collègue Jennifer dans un instant. Déjà un petit mot pour vous dire à tous un grand merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir. Alors évidemment, on aurait adoré aller à votre rencontre dans cette ville de Metz, mais les circonstances nous contraignent ont passé par les outils de visioconférence, tout comme 3 des 5 événements qui étaient initialement prévus un petit peu partout en France. Mais cela ne vous a pas détourné de nous puisque vous êtes plus d'1 millier, 1 millier 300 à vous être inscrits. Alors vraiment du fond du cœur, au nom de toute l'équipe de The Conversation, un immense merci. Alors voilà maintenant 5 ans que The Conversation France est né, a grandi et cet intérêt que vous manifestez valide complètement notre démarche et surtout le business model complètement original de notre média, un business model qui personnellement m'interpelle en tant que journaliste économique. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que The Conversation France est une association à but non lucratif qui appartient à un réseau mondial, The Conversation, et toutes les déclinaisons, tous nos homologues dans le monde entier, au Canada, aux États-Unis, au UK, fonctionnent sur le même modèle, c'est-à-dire ce sont des organisations non-profit. Et donc, c'est ce qui permet d'animer un média gratuit, sans publicité, pour les lecteurs. C'est vraiment essentiel, c'est totalement inédit dans le paysage actuel. Et preuve de notre croissance, les membres qui nous soutiennent, qui sont les grandes écoles et les universités, étaient 8 il y a 5 ans et on compte aujourd'hui dans le réseau une centaine d'institutions. Donc nous grandissons en termes d'institutions qui nous soutiennent, nous grandissons en termes de contributeurs et d'auteurs qui écrivent pour The Conversation France, mais aussi bien sûr en termes d'audience. Et puis je voulais simplement souligner que depuis le début de l'année, on constate qu'on dépasse régulièrement la barre des 4 millions de pages vues par mois, ce qui était à peu près notre rythme de croisière en 2019. On avait même fait d'ailleurs un pic à 12 millions de pages vues au mois de mars. C'est la preuve qu'on s'installe doucement dans le paysage. Et pour le mois de novembre aussi, les chiffres confirment cette trajectoire ascendante. C'est donc la preuve que nous diffusons des contenus de plus en plus largement, et c'est notamment grâce à notre réseau de médias republieurs qui lui aussi grandit. On est repris, les articles, vous le savez peut-être, sont repris régulièrement par des grands médias comme Le Point, Le Nouvel Obs, France Info, mais aussi de plus en plus par la PQR. Et puisque nous sommes sur l'événement de Metz, je tiens à souligner que les titres du groupe EBRA commencent à reprendre nos articles, ce dont nous sommes bien entendu ravis. Alors surtout, cet intérêt valide notre démarche éditoriale et ça, c'est vraiment essentiel. La crise sanitaire que nous vivons a notamment révélé qu'il y avait un vrai besoin d'expertise, d'information de qualité face à la déferlante de fake news et de complotisme que nous connaissons. Et tout cela, évidemment, nous encourage à poursuivre nos efforts de valorisation, de mise en avant de l'expertise du monde académique. Notre promesse de lecture en parallèle ne cesse de se renforcer. On sait maintenant, le lecteur sait que lorsqu'il va se connecter sur The Conversation, il va en apprendre sur l'actualité de la recherche, mais aussi, bien sûr, l'actualité vue par la recherche. Et on comprend de plus en plus que c'est ce qui fait notre différence dans le paysage médiatique. Il ne faut pas oublier non plus que cette démarche, elle s'appuie sur une collaboration étroite entre universitaires et la rédaction, ce qui est là encore tout à fait inédit. C'est le pari d'un nouveau type de journalisme, le pari d'une information sérieuse, de qualité, issue du monde académique, mais également vérifiée et éditée par notre équipe de journalistes dans un seul et unique but, la diffusion auprès d'un public le plus large possible de cette expertise et de la connaissance.
Alors, merci à tous encore une fois de nous aider à relever ce pari et bien entendu de nous donner envie tous les jours de poursuivre et de lancer de nombreux nouveaux projets. Mais voilà, j'ai assez parlé de nous et je vais laisser la parole à Jennifer pour entrer dans le vif du sujet, donc la vie des arbres. Avant cela, il me reste deux toutes petites choses à vous dire. Tout d'abord, un grand merci à notre collègue Lou Biazzuto, qui est une régionale de notre étape dans le Grand Est, qui a organisé avec brio ces 5 ans. Et puis, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas, comme cet événement est le vôtre, à poser vos questions sur le chat. On essaiera évidemment de les transmettre au mieux à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions sur les interventions de nos invités et sur le sujet de la vie des arbres. Jennifer, c'est à toi. Merci Thibaut pour cette introduction très dynamique sur le succès de Conversation. C'est vrai qu'on avait imaginé de nommer cette conférence sur les arbres fort comme un chêne et on a été un petit peu plus modeste parce qu'un arbre qui aurait 5 ans ne serait pas très monumental, mais déjà on a bien plongé nos racines dans le monde médiatique français et international et je pense qu'on est là en effet pour durer. Donc ce soir, on vous propose cette thématique autour des arbres, tout simplement parce qu'il y a un intérêt grandissant pour le végétal, pour tout ce qui se passe dans les forêts. Bon, on se souvient bien sûr qu'en 2017, on a eu ce succès absolument phénoménal de librairie avec l'ouvrage de Peter Wohlleben qui s'appelait La vie secrète des arbres. Et donc, c'était ce garde forestier qui nous embarquait dans ses promenades et qui nous faisait découvrir tout un tas de choses assez inconnues du grand public sur voilà, l'espace de la forêt. Plus proche de Conversation, on a aussi publié beaucoup d'articles autour de tout ce qui se passe dans les écosystèmes forestiers. Et donc là, je vous renvoie à la lecture notamment de l'article de Francis Martin de l'INRAE qui nous avait fait le plaisir de publier quelque chose par rapport à son dernier ouvrage sur en fait, les relations entre les arbres et les champignons, tout ce qui se passe en fait dans le sous-sol. Et donc, on découvre un monde absolument fascinant, voilà, de relations, de communication, d'entraide qui nous étaient jusqu'alors inconnus. Et puis, les arbres, ça fait du bien. Et vous avez certainement vu, comme moi, tous ces reportages sur la sylvothérapie, la thérapie par les arbres. Alors, on peut voir des gens déambuler, embrasser des arbres, enlacer des troncs d'arbres. On peut se dire, oui, ça pourrait paraître comme une médecine. En tous les cas, il est sûr que de se promener en forêt, ça fait un bien fou. Donc, voilà, ça, c'est un autre aspect qui est apparu assez récemment. Et nous avons publié sur The Conversation nombre d'articles autour de ce que la nature nous fait, le bien que la nature nous fait, et notamment de façon très aiguë là, pendant ce confinement. D'ailleurs, Serge avait fait cet article à quel point voilà, montrer ce besoin de nature, notamment des citadins. Mais bon, il y a quelque chose qui est aussi extrêmement important. Au-delà de cette vie secrète, c'est aussi la vie bouleversée des arbres et des forêts. Tout simplement parce que nous sommes, personne ne l'ignore plus, dans un contexte en fait de changement au niveau de la biodiversité et de changement au niveau des températures, hein, c'est le changement climatique, le réchauffement climatique. Et les arbres, dans ce domaine, ont un rôle très fort à jouer. On dit que les arbres vont nous aider à capter le carbone qui se trouve dans l'atmosphère, vont nous aider à mieux faire face au changement climatique. Mais cette question est complexe et donc je vais inviter Serge Muller à nous en dire un peu plus sur cet aspect des arbres face à cette situation actuelle qui risque de durer du changement climatique. Et ensuite, on passera la parole à Catherine pour 10 minutes sur voilà, la reforestation, replanter des arbres. Serge Muller, je vous laisse la parole. Merci. Votre micro est coupé, Serge.
Non, on ne vous entend toujours pas. Voilà, bon. Ça va maintenant? Oui, merci. Oui, je reprends. Donc, merci d'abord à The Conversation de m'avoir invité à participer à cette table ronde et aussi d'avoir publié une dizaine d'articles au cours des dernières années sur les arbres et la forêt. C'est un thème qui m'est très cher. Alors, pour me présenter, je suis botaniste, je suis amoureux des plantes et des arbres. Je travaille actuellement au Muséum national d'histoire naturelle où je suis responsable scientifique de l'herbier, qui est un des plus grands herbiers du monde. Je suis originaire de Lorraine et donc j'ai travaillé sur les forêts de Lorraine, d'abord sur des forêts de hêtres, ensuite sur d'autres types forestiers. Ensuite, mon intérêt pour les arbres dans les villes est plus récent. Il est assez concomitant de mon installation il y a 5-6 ans à Paris. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais je dois aussi vous préciser que je suis fortement engagé dans la protection de la nature puisque je préside la commission sauvegarde des espèces du Comité français de l'UICN et je préside également le Conseil national de la protection de la nature. Donc voilà, passons dans le vif du sujet. Voilà. Donc quelques généralités sur les arbres et sur les forêt. D'abord, qu'est-ce qu'un arbre? Je pense que c'est une plante qui a une tige lignifiée qui forme un tronc avec issu de racines, comme vous pouvez le voir, des branches et un feuillage. En principe, on parle d'arbres lorsque leur hauteur est inférieure à 5 mètres. Ils peuvent atteindre des hauteurs de plusieurs dizaines de mètres. Ici, vous avez un séquoia qui, lui, atteint une hauteur de plus de 100 mètres. Donc, les arbres ont une grande longévité aussi, plusieurs dizaines d'années. Un grand nombre d'entre eux, plus de 100 ans, plusieurs centaines. Les records, c'est plusieurs milliers. Ce qui est parfois moins connu, c'est le nombre d'espèces d'arbres qui existent sur Terre. Il y en a tout de même 60 000. C'est à peu près 1/6 du nombre total d'espèces de plantes à fleurs. Parmi ces 60 000 arbres, on a 2 grands groupes, les conifères, qui est à peu près avec 1 millier d'arbres, qui sont les plus anciens, qui sont apparus sur Terre il y a 380 millions d'années à l'ère primaire et qui sont relictuels actuellement au niveau de leur distribution et de leur présence sur Terre. L'essentiel est constitué par des feuillus, donc le reste, 59 000 espèces, qui sont plus récents, 150 millions d'années, et la plupart des espèces actuelles sont apparues il y a 20 ou 30 millions d'années, ce qui fait tout de même un nombre important. Alors, à partir des arbres, des peuplements d'arbres vont constituer des forêts. Je vous donne la définition de forêt de la FAO et le chiffre que je vous indique aussi correspond alors à cette définition. Pour la FAO, une forêt correspond à un peuplement d'arbres qui a une superficie supérieure à 0,5 hectares, une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10%. 10%, c'est relativement peu, donc c'est tout de même une conception des forêts qui est relativement large. Et avec cette définition, la FAO, ce sont des chiffres récents qui datent de cette année, estime qu'il y a 4 milliards d'hectares de forêts, ce qui fait à peu près 31% des terres émergées, avec des types de forêts bien différents liés aux conditions climatiques, des forêts tropicales, vous voyez les chiffres, qui sont les plus importantes, 45%, des forêts boréales, 27%, forêts tempérées et des forêts subtropicales. Voilà pour quelques données sur les arbres. Ensuite, le changement climatique, puisque mon intervention porte sur la liaison entre les forêts et le changement climatique. Alors, la figure que je vous présente est relativement ancienne, puisqu'elle se termine en l'an 2000, et c'est pour vous montrer que déjà, avant l'an 2000, on avait conscience de ce décrochage, de cette augmentation des températures. On considère actuellement qu'on a une augmentation de température de l'ordre de 1 degré depuis l'ère pré-industrielle, ce qui est considérable, on le voit par rapport aux températures qu'il y avait au cours des centaines d'années et des centaines d'années précédentes. Et que à la suite de la prise de conscience quand même de ce changement climatique lié aux activités humaines, a été mis en place l'accord de Paris qui date d'il y a 5 ans, en 2015, qui vise à limiter l'augmentation de température à 2 degrés. Si l'on ne fait rien, elle irait jusqu'à 4 degrés, ce qui serait absolument catastrophique pour la biodiversité, pour les forêts, mais tout autant, si ce n'est davantage, pour l'espèce humaine au niveau des conditions de vie de l'espèce humaine à la fin du XXIe siècle.
Alors, pour limiter à 2 degrés, l'objectif idéal, ce serait de limiter à 1,5 degré, mais bon, on est mal parti par rapport à cela. C'était un objectif, mais pour le moment, on n'est pas sur une trajectoire de 1,5 degré. Une des manières d'y arriver, ce serait d'atteindre la neutralité carbone à l'échéance 2050, et pour cela, de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Ceci par rapport à 1990. Alors, je ne sais pas si les personnes qui ont suivi l'actualité de ce jour, puisqu'il y a une commune, la commune de Grande-Synthe dans le Nord, qui a fait un recours au Conseil d'État pour demander au gouvernement de respecter effectivement ces objectifs de réduction de 40%, et que le Conseil d'État, dans une délibération, une décision ce matin, a donné 3 mois au gouvernement pour prouver que les trajectoires prévues correspondent bien à ces objectifs. Bon, on verra dans 3 mois les réponses qui pourront être apportées. Mais c'est vous dire tout de même les enjeux, les difficultés qu'il peut y avoir par rapport à cela. Alors, comment réduire ces gaz à effet de serre? C'est d'abord de les réduire, de réduire les émissions. Une autre possibilité est de fixer du carbone alors, dans les océans, dans les sols et dans les forêts. Ça fait l'objet alors du défi de Bonn, datant de 2011, donc même avant l'accord de Paris, qui a été initié par l'UICN avec un objectif de restauration. J'ai mis restauration, ce n'est pas forcément toujours des reforestations, mais de 150 millions d'hectares dégradés à l'échelle 2020 et qui a été élargi à la restauration de 350 millions d'hectares à l'échéance de 2000, selon différentes formes, avec différents pays qui s'engagent par rapport à cela. Alors pour le moment, il y a des engagements nombreux, les réalisations sont tout de même beaucoup plus restreintes. Pour vous dire que c'est encore un objectif, mais c'est un objectif tout de même qui est très intéressant puisque c'est une contribution de la forêt par rapport à l'objectif de la limitation d'augmentation de température à l'échelle de la fin de ce siècle. C'est bien de faire de la reforestation, de faire de la restauration, ce serait encore mieux d'arrêter les déforestations. Et malheureusement, on se rend compte que les déforestations se poursuivent toujours. Il y en a eu, ce sont des chiffres de la FAO aussi qui sont tout récents, 178 millions d'hectares au cours des 30 dernières années. Je vous ai mis les déforestations annuelles par an au cours des 3 dernières décennies. On voit que ça diminue un peu, mais ça diminue tout de même de loin pas suffisamment. Et encore pour l'année 2019, le Brésil a déboisé 1 million d'hectares de forêt tropicale. Et le début de l'année 2020 est encore pire que l'année 2019, ce qui vous montre tous les efforts à faire. Alors, ce sont des efforts par ces pays, mais il y a aussi la déforestation importée, ce concept qui montre bien que nous sommes tous responsables, que l'économie mondiale, l'économie est mondialisée et que par les échanges commerciaux que nous avons avec ces pays, par l'importation de viande, de soja, par les autorisations que nous donnons, nous sommes également impliqués nous avons une part de responsabilité dans ces déforestations. Alors, un point qui est peut-être moins connu d'un certain nombre de personnes, c'est que les forêts peuvent être une contribution à la limitation du changement climatique, mais d'abord, elles en sont victimes de ce changement climatique. Il y a à voir alors les incendies. Je pense que tout le monde a entendu parler des incendies, qui défrayent vraiment l'actualité presque toutes les semaines. Je vous ai mis quelques chiffres, quand même, des incendies en Californie, il y en a tous les ans. C'est dramatique sur le plan humain, c'est dramatique aussi sur le plan écologique. 1,6 million d'hectares qui ont brûlé en 2019. En Sibérie aussi, il y en a aussi tous les ans. Tous les ans, les forêts boréales brûlent en Sibérie, avec aussi des superficies qui sont colossales. 21 millions d'hectares au cours des 6 premiers mois de l'année 2020. Et je pense que tout le monde a aussi encore en mémoire les incendies gigantesques qu'il y a eu en Australie, 18 millions d'hectares en 2019-2020, qui ont bien aussi failli faire disparaître une espèce. Je fais un retour un peu sur les arbres. Le pin Wollemi, c'est une espèce qui avait été découverte uniquement à la fin des années, en 1995, et qui a failli disparaître avant d'avoir été découverte.
Mais heureusement, il y a une action qui a été lancée, action secrète par les Australiens, pour préserver ce seul peuplement d'une espèce endémique relictuelle des terribles incendies qu'il y a eu en Australie. Alors, deuxième conséquence du changement climatique sur les forêts, les sécheresses. Sécheresses de plus importantes qui entraînent des mortalités d'arbres. Donc, on voit des arbres qui sont morts et qui les fragilisent également et qui conduisent à des attaques de champignons ou d'insectes. Il y a une actualité qui est très récente. Ici, ce sont des forêts qui sont prises en Lorraine, en forêt d'Argonne, liées à des pullulations de scolytes. Je pense que Catherine y reviendra tout à l'heure parce que ça a non seulement des impacts écologiques, mais également des impacts économiques très importants sur ces forêts. Enfin, les tempêtes, les ouragans, les vents, les inondations ont également un impact très important. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est une diapo plus ancienne. Je vous l'ai dit, je viens de l'Est de la France. J'ai connu la tempête Lothar qui a renversé 10 millions de mètres cubes de forêt à la fin de l'année 99. Donc, les forêts pâtissent de manière vraiment très importante du changement climatique et de ce fait aussi leur fonction de puits de carbone est compromise, au moins pour les forêts tropicales. Il y a 2 publications qui ont été faites dans la revue Nature qui indiquent que, vu l'évolution actuelle du changement climatique, ces forêts ne pourraient plus remplir dans les prochaines décennies leur fonction de puits de carbone. Ce qui montre bien toute l'urgence qu'il y a à agir pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Je termine alors de manière peut-être un peu plus positive pour les arbres dans les villes. Donc les villes constituent quand même aussi une composante très importante. 10% de la superficie terrestre est occupée maintenant par les villes, avec pratiquement la moitié de la population qui y habite, et ça va encore augmenter au cours des décennies à venir, que comme ça a déjà été évoqué par Jennifer Gallet, les citadins apprécient la présence des arbres dans les villes, et que ces arbres permettent de remplir un certain nombre de services écosystémiques. D'une part, ils fixent du carbone, comme les arbres des forêts, et lorsqu'on a des plantations importantes d'arbres dans les villes, ça commence tout de même à faire des chiffres aussi qui sont significatifs. Ils interviennent aussi au niveau de la régulation sur le cycle de l'eau, puisque les arbres pompent de l'eau et ils transpirent également de l'eau, donc ils assurent une certaine fraîcheur. Le plus important est par rapport au changement climatique, ils peuvent intervenir pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Je vous ai mis en haut à droite un dôme de chaleur urbain tel qu'il apparaît sur l'agglomération parisienne, avec des températures supérieures à 4 degrés au niveau du centre urbain par rapport aux zones périphériques. Et on voit là, c'est une étude qui avait été faite par la PUR il y a quelques années, au moment de la grande canicule de 2003, où l'on voyait un écart de température de 4 degrés entre le centre-ville et les bois périphériques au niveau de Paris. C'est-à-dire que les arbres contribuent tout de même à maintenir des températures relativement, plus faibles lors des périodes de grande canicule. Évidemment, ils sont des supports de biodiversité aussi, ils permettent d'assurer des corridors écologiques par rapport aux zones forestières périphériques, et comme ça a déjà été évoqué aussi, ils procurent tout de même un bien-être aux populations humaines. Il est plus agréable de vivre dans des quartiers, dans des rues qui, comme vous voyez sur une de ces photos, c'est aussi une photo sur une avenue à Paris qui est bien peuplée d'arbres. Donc, il est plus agréable d'y vivre lorsqu'on est en compagnie de ces arbres. Et je termine, alors, on voit ici au niveau de la ville de Paris le nombre d'arbres qui sont présents. Et je termine alors cette présentation par une composante aussi qui est importante dans les villes, qui est constituée par les parcs, comme lieu de récréation pour les populations citadines, et qui peuvent en même temps, c'est ce que je vous ai indiqué en dessous, héberger un grand nombre d'arbres. Le parc Montsouris, j'habite à proximité, vous avez 140 espèces d'arbres différentes, donc une grande richesse au niveau de la biodiversité, qui est aussi un support de biodiversité animale, et à peu près 1300 arbres qui sont présents. Voilà ces premières considérations sur le sujet, liaison arbres et changement climatique. J'avais oublié de vous dire que ma première diapo correspondait quand même à un arbre qui est actuellement voilà, vous le voyez, je reviens sur la première, le Ginkgo biloba, qui est
C'est une photo que j'ai prise ce matin, qui est vraiment en ses parures d'automne jaune, pour vous montrer aussi le caractère esthétique, la beauté des arbres, et en particulier en cette saison automnale. Je vous remercie. Merci Serge. Est-ce qu'on peut fermer cette belle présentation? Oui. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation, Serge. Ça donne un panorama bien complet en fait, de toutes ces problématiques. On voit qu'elles sont complexes, hein, à la fois les arbres comme soutien à la lutte contre le changement climatique et les arbres victimes. Et puis aussi toutes les stratégies qu'on peut développer pour intégrer les arbres, mieux les protéger. Voilà, donc ça fait l'objet de politiques, d'actions, d'initiatives très diversifiées. Et je demanderai maintenant à Catherine Collet de bien vouloir nous expliquer un peu quel type d'action on peut mener pour favoriser voilà, la présence d'arbres, avoir plus de plantations. Voilà, donc Catherine, je vous laisse vous présenter et puis nous dire ce qu'on peut faire pour développer les espaces forestiers, notamment en France. Merci. Donc, vous voyez la présentation là? Oui. Voilà, donc tout d'abord, je remercie très chaleureusement The Conversation pour l'invitation au webinaire. Hein, et je dois dire que je suis vraiment très impressionnée par le nombre de participants. Hein, voilà. J'espère qu'on apportera des réponses les réponses. Donc moi, je travaille à INRAE, à Nancy. Ma spécialité, c'est la sylviculture, l'écologie forestière. Et je travaille plus précisément sur la question du renouvellement forestier. Et maintenant, je voulais vous présenter brièvement mes thématiques de recherche en vous parlant un petit peu d'enjeux et de difficultés liées au renouvellement forestier. Alors, en France, traditionnellement, le renouvellement forestier il est réalisé selon deux modes. La régénération naturelle, que vous voyez ici, donc ce sont les semis. Ils sont issus de graines qui ont été produites par les arbres du peuplement précédent. Et le forestier, il va faire des travaux sylvicoles dans ces peuplements pour accompagner ces processus et aider au développement et à la croissance des jeunes arbres. Le deuxième mode de renouvellement, c'est la plantation. Et donc ici, les jeunes arbres que vous pouvez voir, ce sont des plants qui ont été élevés en pépinière à partir de graines qui ont été récoltées en forêt ou dans des vergers à graines et ensuite qui ont été transplantées en forêt. En France, en gros, on peut dire qu'il y a environ 15% des forêts qui sont issues de plantations. Et donc, le reste est plutôt issu de régénération naturelle. Donc, vous voyez qu'on a une dominante régénération naturelle qui est très, très marquée. Alors, les enjeux actuels sur le renouvellement, hein, que ce soit par plantation ou par régénération naturelle, ils sont multiples. La première question qu'on se pose, le premier gros enjeu concerne la réussite technique des plantations. Alors, je vais vous montrer deux graphiques, hein, ce sont les seuls que je vais vous montrer dans la présentation. Donc, il y en aura un sur les plantations, un sur le renouvellement naturel. Et donc, celui-ci, sur la plantation, il y a des données du département santé des forêts. Et le graphique qui se situe en bas à gauche présente donc les taux d'échec annuels sur des années qui vont de 2007 à 2019. Hein. Donc, c'est les barres en bleu. Et donc, moi, je vais principalement me focaliser sur les années qui sont difficiles, qui sont entourées en rouge. Donc, ce sont 2011, 2015, 2018 et 2019. Et vous voyez, par exemple, que sur les 3 dernières années citées, on a 27% d'échecs. Donc, ça veut dire qu'il y a 27% des plantations dans lesquelles il faut réintervenir pour réinstaller des arbres. Et ces années-là, hein, ces 4 années, sont des années qui sont marquées par des épisodes de sécheresse forte en été ou au printemps. Donc, ça rejoint la sensibilité au changement climatique qu'on avait évoqué tout à l'heure. Et quand on regarde la cartographie là, de ces relevés, on voit que les zones impactées par ces échecs, elles sont principalement, sont très fortement localisées dans le grand quart nord-est de la France. Et ce sont aussi les zones qui ont été impactées par la sécheresse. Donc ça, c'est la carte de 2015. Il y en a des cartes très similaires en 2018 et en 2019. Donc en plantation, on a sur sa naissance, c'est très variable d'une naissance à l'autre, on peut avoir des taux d'échec qui sont importants. En régénération naturelle, donc la carte que je vous montre ici, elle est issue des données de l'ONF en forêt domaniale. Alors, ce n'est pas vraiment la carte des échecs de régénération,
mais c'est une carte des échecs de régénération dus aux ongulés, aux grands ongulés, c'est-à-dire le cerf, le chevreuil, les sangliers. Donc, il y a eu des inventaires qui ont été faits et des évaluations qui ont été réalisées par département de l'impact des ongulés sur ces régénérations. Et on voit que dans le sud-est, globalement, c'est en vert, donc ça veut dire que c'est noté équilibre satisfaisant, c'est-à-dire que les ongulés ne mettent pas en danger les régénérations. En revanche, quand on regarde dans le quart nord-est, le grand quart nord-est, on voit beaucoup de zones en orange, c'est-à-dire un équilibre dégradé, voire une proportion assez importante de zones en rouge qui sont en équilibre compromis. Donc ça veut dire que dans le grand quart nord-est, on a une grande partie des forêts qui est considérée comme étant en déficit important de régénération en raison des ongulés. Donc on voit que ces déficits de renouvellement, soit en régénération naturelle, soit en plantation, ils vont bien sûr avoir un impact fort sur l'équilibre forestier et ils vont également avoir un impact sur le modèle économique de la gestion forestière. Donc pour le deuxième enjeu, qui est un peu différent, c'est l'impact des pratiques de renouvellement sur l'environnement. Alors quand on invoque ces impacts environnementaux, la première chose à laquelle pensent beaucoup de gens, c'est l'utilisation des pesticides. Donc ces pesticides, c'est herbicides, fongicides, insecticides. Alors, il est important de souligner qu'en forêt, l'utilisation des pesticides, elle est maintenant extrêmement réduite. Il y a eu de fortes diminutions dans les 20 dernières années et maintenant, elle est devenue quasiment marginale. Et donc, bon, c'est des choses dont on pourra discuter dans la suite du webinaire, mais selon moi, l'enjeu de cette question, il est très faible, il est quasi nul, bien que ce soit une question sur laquelle beaucoup de gens se focalisent. Et en fait, il y a à mon sens des impacts qui sont beaucoup plus notables des pratiques de renouvellement, notamment sur la biodiversité et sur les sols. Et les impacts sur les sols, ils sont en grande partie liés à la mécanisation et à certaines pratiques qui sont mal encadrées. Alors la mécanisation en forêt, ça peut être un atout pour la forêt, mais si elle est mal utilisée, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une mauvaise carte dans le cas où on ait des pratiques qui ont des effets défavorables. Le troisième et dernier point que je voulais évoquer, c'était la question des attentes sociétales vis-à-vis de la forêt et plus particulièrement vis-à-vis du renouvellement, avec deux aspects. Le premier, c'est la perception du grand public, qui peut être parfois très négative, en lien avec une vue d'une certaine artificialisation des milieux. On parle beaucoup d'industrialisation des forêts actuelles, donc il faudrait savoir effectivement qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce qu'il en est réellement. Et donc, j'ai illustré ça par les coupes rases, les coupes à blanc, et puis par la mécanisation et ses impacts sur les sols. Et ça, on voit, par exemple, ce sont deux pratiques qui sont actuellement des sujets qui sont très polémiques et qui lèvent beaucoup d'opposition de la part du grand public. Et cette perception négative, elle est en grande partie liée aux impacts environnementaux potentiellement négatifs qu'on vient d'évoquer. Et on se dit que si on réduit ces impacts environnementaux, on pourra améliorer la perception et l'acceptation des pratiques de renouvellement. Et puis pour finir, je voulais parler de la question de la pénibilité du travail. Donc ça, c'est les attentes sociétales vues de la part des opérateurs forestiers. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les plantations, l'entretien des jeunes peuplements, que ce soit en plantation ou en régénération naturelle, sont des activités qui sont pénibles, qui sont génératrices d'accidents, de maladies professionnelles. Et donc, il y a le côté santé, mais il y a aussi le côté que cette pénibilité en fait un des métiers les moins attractifs, parmi les métiers qu'on propose aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et qui a actuellement des véritables problèmes dans la filière de disponibilité de la main-d'œuvre et de maintien des compétences. Et qu'un des leviers pour réduire la pénibilité et accroître l'attractivité des métiers, c'est le recours à la mécanisation dont on vient de souligner les aspects potentiellement négatifs. Donc là, on met le doigt sur un des points qui est que si on veut améliorer, diminuer la pénibilité du travail, il va falloir faire attention à développer des outils qui ne vont pas avoir des impacts trop forts sur l'environnement. Voilà, donc j'ai fini là, donc j'ai dressé un tableau assez rapide des difficultés liées à la conduite des renouvellements. Et le message que je voudrais faire passer dans cette présentation, c'est que il faut faire évoluer les pratiques, c'est clair, mais pour cela, il faut avoir une approche globale et il faut prendre en compte l'ensemble des critères techniques, économiques, environnementales et sociétales pour finalement développer des pratiques qui soient acceptables dans différentes dimensions. Voilà. Je vous remercie.
Merci Catherine pour cette présentation. Là encore, on voit bien qu'on est sur des questions voilà, multiples, complexes, et je vous propose maintenant qu'on vous pose des questions voilà, assez, sur tous ces aspects. Donc on reçoit beaucoup de questions du public. Merci beaucoup hein, pour ces questions que vous nous posez. N'hésitez pas à en poster de nouvelles sur le chat. Et on va commencer par demander à Serge Muller de revenir en remettant son micro sur, sur les arbres en ville, parce qu'il y a beaucoup de questions autour des arbres en ville. Alors moi j'en ai une voilà, pour vous Serge, à savoir on voit beaucoup de choses sur les forêts urbaines, on voit beaucoup de choses sur comment planter bien les arbres en ville, quelles essences d'arbres planter, et on a une question notamment sur les platanes, avec quelqu'un qui nous demande voilà, est-ce qu'il y a des moyens d'éviter d'enlever les platanes dans les villes, les platanes voilà, qui sont exposées à des maladies. Donc, que planter et comment bien conserver les arbres en ville? Oui, alors d'abord, les arbres ne sont pas éternels en ville. Ils ont une durée de vie d'une 50 ans, 100 ans, peut-être davantage pour certaines espèces, et qu'à un moment donné, soit ils peuvent mourir, soit ils peuvent devenir dangereux, et c'est évident qu'à ce moment-là, il faut les remplacer par d'autres arbres. Alors ça peut être la même espèce lorsqu'elle est bien adaptée, ça peut être aussi d'autres essences. Le platane a été beaucoup planté au siècle dernier, et au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe siècle également. C'est une espèce qui est fragile, qui est attaquée aussi par des pathogènes, et que l'orientation qui est prise dans plusieurs grandes villes, déjà, à Lyon par exemple, c'est de remplacer les platanes. Ça ne peut pas se faire d'une année sur l'autre, mais d'avoir une politique progressivement de remplacer des espèces par d'autres espèces qui sont mieux adaptées aux conditions actuelles et qui sont mieux adaptées aux conditions futures. Parce que les températures vont augmenter et les conditions vont être encore plus difficiles pour un certain nombre d'espèces d'arbres. Il faut qu'elles puissent supporter aussi la pollution qui est présente, liée à les conditions climatiques, qu'il y ait suffisamment de sol par rapport à cela. Et donc, je vous ai dit qu'il y avait 60 000 espèces d'arbres dans le monde. Alors, toutes ne sont pas adaptées à nos conditions climatiques, mais il y a des travaux qui sont réalisés pour rechercher de nouvelles espèces qui sont mieux adaptées à nos conditions. Et autant dans les milieux forestiers, dans les forêts naturelles, je dirais, je ne suis réservé, je ne suis pas favorable à l'introduction d'espèces exotiques, autant je pense que dans les villes, qui est un milieu qui est créé par l'homme pour l'homme, autant avoir une grande richesse en espèces et avoir les espèces qui sont les mieux adaptées aux conditions actuelles et aux conditions futures. Bon, j'ai écrit quelques articles cet été où je proposais un certain nombre d'espèces qui étaient bien adaptées à cela, mais il y en a beaucoup d'autres. Les travaux qui sont réalisés actuellement par certains organismes, le CEREMA en particulier, en partenariat avec plusieurs villes justement dans le Grand Est, pour proposer alors au service d'espaces verts un certain nombre d'espèces et sur la base de critères de services écosystémiques. Je suis peut-être un peu trop long. Non, non, Serge, juste une petite précision et surtout un exemple voilà, pour le public, pour bien se rendre compte en fait de quel type d'arbre on parle. Donc, si on avait à planter de nouveaux arbres en ville, dans la perspective d'une hausse des températures, quelles essences précisément il faudrait privilégier et pourquoi? Par exemple, j'ai fait un article cet été sur le micocoulier. Il y a deux espèces, le micocoulier de Provence et le micocoulier d'Amérique, qui sont deux espèces qui sont bien adaptées aux conditions climatiques et qui procurent aussi un ombrage important. Ils ont une canopée qui est relativement aplatie et ce sont des espèces, le mûrier également, le copalme, qui est une espèce originaire d'Amérique, alors que ce soit d'Amérique, que ce soit d'Asie, ou que ce soit des espèces indigènes, à partir du moment où elles sont adaptées aux conditions climatiques, un certain nombre d'espèces de chênes aussi. Je pense que le genre Quercus est un genre qui est très riche. Il y a plusieurs centaines d'espèces et parmi lesquelles on peut trouver des espèces qui sont bien adaptées aux conditions à venir. Merci Serge pour ces exemples. Je laisse la parole à Thibaut.
Merci à tous les deux. Alors, Serge, vous l'avez mentionné dans votre intervention tout à l'heure, on est dans un sujet qui est en plein dans l'actualité, avec cette décision de justice qui donne 3 mois à la France pour justifier de sa politique en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Catherine, j'ai une autre question d'actualité pour vous. Il ne vous a pas échappé que la semaine dernière, il y a eu une polémique concernant les dérogations, des dérogations accordées aux chasseurs pendant ce deuxième confinement. Et vous avez dit vous-même dans votre intervention que les ongulés et les sangliers étaient l'une des causes des échecs des plantations quand ils s'attaquaient à des arbres qui étaient encore trop jeunes. Alors, quel est votre regard, vous, sur cette polémique? On estime aujourd'hui, c'est un chiffre que j'ai vu passer, qu'il y aurait 200 000 sangliers, la population serait 200 000 spécimens en plus par rapport à l'an dernier à la même époque. Alors, est-ce que c'est légitime d'accorder ces dérogations aux chasseurs pour aller jusqu'au bout de la question polémique? Alors la question, elle est effectivement en deux temps. C'est qu'est-ce qu'il faut faire sur du long terme vis-à-vis de cet équilibre forêt-gibier, et puis qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant dans le confinement, hein. Je pense que les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc moi, je vais répondre plutôt sur le long terme. Sur le confinement, je pense que c'est des positions qui sont probablement plus personnelles. Bon, le problème, enfin, le problème vu de la part des forestiers, effectivement, c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Là, c'était l'importance des dégâts qui sont causés au renouvellement forestier. Bon, après, ce qui est important de dire, c'est que les animaux sont bien sûr partie intégrante de l'écosystème forestier, et personne n'imagine les forêts sans les chevreuils, sans les cerfs, sans les sangliers. Et chacun a sa vision de ce que sont ces animaux, hein, entre le chasseur d'images, le promeneur, chacun. Et personne, je pense, imagine une forêt sans ces animaux. Donc, il faut trouver un équilibre entre comment la forêt peut abriter ces animaux, faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, et puis comment la présence de ces populations d'animaux peut permettre aux forêts de bien se développer. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre forêt-gibier. Et cet équilibre, il est actuellement rompu. On estime qu'il est actuellement rompu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les populations ont fortement augmenté. En 50 ans, on estime que les populations de cerfs et de chevreuils ont été multipliées par 10, celles de sangliers multipliées par 20. Et donc, et dans le même temps, la nourriture hors forêt, hein, celle qui existait dans les paysages agricoles, elle a probablement diminué. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'ongulés et beaucoup moins de nourriture, et qui s'accumule un peu qui se restreint au territoire forestier. Et donc une pression sur les forêts qui est actuellement devenue très forte, et qui, de la part des forestiers, est ressentie comme étant assez insoutenable sur du long terme, avec des impacts écologiques. Hein, la forêt se dégrade, il n'y a plus de renouvellement, donc il y a certains massifs forestiers où on ne peut quasiment plus trouver un arbre qui a moins de 20 ans. Hein, bon. Donc ça, c'est très localisé. Il y a des zones, je vous ai montré tout à l'heure, comme le Grand Est, qui sont très marquées par ce problème, et d'autres zones en France qui le sont beaucoup moins. Il y a aussi des impacts sur la composition forestière des arbres, de la végétation, parce que ces animaux-là, ils ont des régimes alimentaires qui sont très particuliers. Et en termes écologiques, il y a aussi des retours, hein, sur les populations qui sont trop nombreuses et qui présentent des signes de dégradation aussi. Et donc, voilà, il y a un besoin, on estime, de réduction de ces populations. Et les outils qu'on a actuellement à notre disposition, hein, tout ce qui a été fait, les outils de pilotage des populations de gibier, ils ont été principalement mis en place à une époque où il n'y avait pas forcément beaucoup de gibier, on était plutôt dans des questions de réintroduction. Et on pense qu'ils ne sont pas adaptés à des situations où il y a trop de gibier. Donc, il faut réfléchir aux outils qu'on met en place. Il faut voir comment est-ce qu'on peut réguler ces populations pour arriver à un équilibre qui soit satisfaisant. Il y avait une deuxième question d'actualité que je souhaitais vous poser. Vous avez un petit peu parlé de la crise des scolytes dans le Grand Est. 2020 s'annonce comme une très mauvaise année. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de la situation dans le Grand Est en matière de crise des scolytes? Alors, la crise des scolytes, elle a débuté en gros en 2017-2018. Hein. Bon, le scolyte, c'est un insecte, hein, qui existe depuis tout le temps. C'est un insecte qui s'attaque principalement à l'épicéa. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les crises actuellement sont de plus en plus fréquentes. Et c'est un insecte qui va s'attaquer aux arbres qui sont affaiblis. Et quand les arbres comme les épicéas sont affaiblis par les sécheresses qu'on a eues récemment, eh bien, on a des attaques très fortes de scolytes. Donc, on les trouve dans l'est de la France, mais on les trouve aussi globalement dans toute l'Europe centrale, hein, qui a eu des attaques très fortes. Et en gros, le nord-est de la France, c'est le front ouest de ces gros niveaux d'attaque.
Actuellement, hein, j'ai récupéré des chiffres dans le Grand Est sur les volumes qui ont été atteints par le scolyte et sont estimés sur les 3 dernières années à peu près 7 millions de mètres cubes pour les épicéas, donc, et qui sont à comparer à la récolte annuelle qui est de l'ordre d'un peu moins d'1 million de mètres cubes, quoi. Donc on a en 3 ans 7 fois la récolte annuelle. Et bon, il y a les scolytes hein, qui sont très spectaculaires et qui sont très spectaculaires, mais il y a également d'autres causes de dépérissement. Hein, et toujours dans le Grand Est, il y a des problèmes sur le sapin, de dépérissement dû à la sécheresse, des problèmes sur le hêtre, des problèmes sur le chêne dû à la sécheresse et aux chenilles. Et là aussi, on a l'équivalent d'une année de production qui a disparu pour des raisons sanitaires dans les 3 dernières années. Il y a également des problèmes sur le frêne. On a la calarose du frêne. Et là, c'est également c'est plus d'1 million de mètres cubes qui sont partis dans les 3 dernières années. Et donc, tout ça, ça fait des grosses surfaces qui sont affectées par des problèmes sanitaires. Et donc, ça fait des volumes de bois à mobiliser et arriver à commercialiser. Et ça fait aussi des grosses surfaces qu'il faudra renouveler après, quoi. Parce qu'en général, ce ne sont pas forcément des peuplements qui sont arrivés à maturité. Et ça va être des surfaces qu'il va falloir renouveler, principalement par plantation, parce qu'on n'a plus le peuplement adulte avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Il y a une question. Est-ce qu'il existe des prédateurs à ces scolytes? Je ne suis pas une. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Les forêts, les forestiers, ils font le gros dos, hein, ils attendent que ça passe. Hein. Bon, on n'a pas de solution chimique, hein, ou si on en avait, elles ne sont pas utilisées. Des prédateurs, oui, il doit y en avoir, mais ils ne permettent pas de diminuer de façon significative les populations. Il y avait Serge qui voulait Oui, tout à fait. intervenir. Finissez, on va lui passer la parole tout de suite après. Allez-y, terminez votre réponse. Et donc, la stratégie des forestiers, en général, c'est d'attendre que ces attaques, elles s'arrêtent d'elles-mêmes, quoi. Dans la calarose, elles s'arrêteront quand tu auras quasiment tous les frênes attaqués. On voit qu'il y a 10% de frênes qui résistent. Bon, pour la graphiose de l'orme, on a atteint la disparition de l'espèce. Donc, quand c'est des cycles, on attend que ça passe et après, on se remet à planter les arbres ou à remettre l'espèce. Serge Muller, vous vouliez réagir? Oui, alors d'abord par rapport aux prédateurs des scolytes, c'est un certain nombre d'espèces d'oiseaux, que ce soit des pics, que ce soit des citelles, des grimpereaux. Alors c'est peut-être pas suffisant. Lorsqu'on a des pullulations de millions d'individus de scolytes, je ne pense pas. Mais si l'on a une forêt en équilibre avec différents groupes d'espèces qui interagissent avec des consommateurs, des prédateurs, c'est un peu la même chose aussi pour les cerfs. Il y a quand même des prédateurs, le lynx qui existait dans les Vosges, il y a le loup quand même qui est un prédateur possible, qui peut au moins disperser les populations et réduire leur impact. Il y en a aussi dans le massif vosgien. Mais je voulais surtout intervenir par rapport donc aux pullulations de scolytes et au dépérissement d'épicéas. Il faut être conscient aussi que ces peuplements d'épicéas, ce sont des plantations monospécifiques artificielles qui ont été faites dans des milieux où l'épicéa n'était pas indigène et dans lesquels l'épicéa n'était pas adapté. Donc ça résulte aussi, je ne veux pas incriminer les forestiers d'il y a un siècle, mais il faut en être conscient quand même que ça résulte quand même de plantations qui correspondaient à des erreurs au niveau de la valorisation écologique de ces milieux. Alors, je sais bien, on se situe à Verdun. À Verdun, c'était la Grande Guerre et qu'il fallait bien reboiser à un moment donné. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on tire les leçons de ces échecs et que maintenant, on ait une approche quand même plus écologique au niveau de ces plantations, qu'on fasse des plantations, des peuplements mélangés qui sont forcément plus résistants par rapport à des parasites, qu'on ait aussi des mélanges de classes d'âge qui seront plus résistants par rapport aux sécheresses, et donc une sylviculture qui soit plus naturaliste, c'est-à-dire qu'on prenne en compte quand même la dimension écosystémique de ces forêts. Voilà. Merci Serge de nous expliquer qu'il faut de la diversité aussi dans les forêts. On avait publié un article qui s'appelait « L'effet McDo existe aussi dans les forêts », avec cette uniformisation en effet des espèces et comment cette uniformisation, eh bien, elle avait un impact sur la force, la résilience des espaces forestiers. On a une question du public originale autour des arbres fruitiers en ville.
Alors, est-ce que c'est une bonne idée de planter des arbres fruitiers en ville? Et puis après, je vous propose qu'on aborde la question, en fait, qu'on revienne sur la question climat-forêt et que vous nous expliquiez. Il y a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on calcule en fait la rétention de carbone d'un arbre ou d'une forêt. Comment on fait scientifiquement pour évaluer ça? Donc, premièrement, est-ce qu'on peut mettre des fruitiers en ville? Et deuxièmement, voilà, comment on calcule voilà, la rétention de carbone des arbres? Alors, pour les fruitiers en ville, je dirais plus ou moins. Tout dépend dans quelle ville et dans quelle partie de la ville. Lorsqu'on est dans des secteurs qui sont quand même relativement pollués, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. Pas, en zone périphérique, pourquoi pas, des cerisiers, des pommiers, je pense qu'il y en a, mais dans des quartiers tout de même où, où les conditions de développement de ces espèces sont favorables. Donc, c'est à voir au cas par cas, en fonction des espèces d'arbres fruitiers et en fonction des situations. Mais que les gens aient dans leur jardin, justement, en banlieue, des arbres fruitiers, c'est une très bonne chose. Bon. Et sur la question du stockage, alors pourquoi est-ce que les arbres, donc on va revenir sur ce point qui est très important, les arbres nous aident à stocker le carbone. Comment ça se passe et comment les scientifiques évaluent ce stockage et cette action pro-climat de l'arbre, de la forêt? On peut évaluer la biomasse des parties ligneuses des arbres, que ce soit au niveau du tronc, des branches, au niveau des racines, et on a la proportion de carbone qui est présente, donc on peut évaluer, on peut estimer, ce sont des estimations hein, par rapport à la quantité de carbone qui est stockée dans un arbre. Ensuite, on peut extrapoler à des peuplements sur des superficies variables. Mais il est un point quand même important, c'est que l'arbre va stocker du carbone pendant sa croissance, mais ensuite pendant sa sénescence, pendant son dépérissement, ben forcément, et a fortiori lorsqu'il y a des incendies, ben, l'arbre va de nouveau relarguer du CO2. Donc alors, ouais. Serge, une petite précision par rapport à cette fonction climatique de l'arbre ou de la forêt. Bien sûr, donc là, vous venez nous expliquer, il y a la question de l'âge. Est-ce qu'il y a des arbres qui stockent plus de carbone que d'autres? En fonction de leur volume, de la biomasse, il y a des espèces d'arbres qui ont des biomasses plus importantes. Et donc qui stockeront davantage de carbone, qui ont des croissances aussi qui sont plus importantes. Ce qui est important, c'est aussi le stockage du carbone au cours des temps à venir, au cours des années, des décennies à venir. Et que souvent, des plantations qui sont faites, mais je laisserai la main aussi à Catherine hein, pour compléter, ont comme objectif de stocker du carbone pour les prochaines décennies, donc permettant de limiter l'effet de serre et les changements climatiques. Merci. Catherine, vous voulez compléter la réponse de Serge comme il vous invite à le faire? Oui, donc on a effectivement beaucoup de collègues hein, qui travaillent sur la question du carbone en forêt. Donc il y a le carbone dans les arbres, les parties aériennes, les parties souterraines et dans le sol. Le carbone stocké par le sol, la partie minérale du sol, mais aussi par les micro-organismes et par la matière organique dans le sol est très importante. Et c'est finalement, comme l'a dit Serge, hein, c'est des estimations qu'on fait par modélisation, dans lesquelles on arrive à modéliser les flux de carbone au sein du peuplement. Et ensuite, le raisonnement, il faut qu'il se fasse dans l'ensemble de la vie du peuplement, avec le cycle complet et le cycle forestier, parce qu'au moment de la sénescence, si on les laisse rentrer en sénescence, il y a un déstockage, mais au moment de la coupe, il y a aussi un déstockage important qui se fait. Ensuite, on replante et on espère que le restockage va se faire rapidement. Et là, on a besoin de modèles pour savoir à quelle vitesse on déstocke, à quelle vitesse on restocke. Et ensuite, il faut connecter ça à l'utilisation des produits forestiers que l'on fait. Il faut vraiment faire une analyse de vie, une analyse de cycle de vie complète pour finalement savoir promouvoir est-ce qu'il faut produire des produits forestiers qui vont permettre de stocker du bois dans du bois de construction. Est-ce qu'on investit plutôt dans du bois énergie qui va être déstocké rapidement?
Quel va être le devenir du carbone qui sort de la forêt. Donc, il y a cet effet stock après la forêt. Et puis, il y a aussi également l'effet substitution, hein. C'est-à-dire quand on brûle du bois énergie, effectivement, il se déstocke tout de suite, hein, donc il est restitué à l'atmosphère. Mais quand on fait ça, on évite de brûler du carbone fossile. Donc cet effet substitution, il est également à prendre en compte. Et donc il y a des modèles assez complexes, hein, qui modélisent tout ce cycle de vie et qui fournissent des solutions qui sont plus ou moins... voilà, qui fournissent des estimations selon les cycles sylvicoles, la gestion qui est faite et l'utilisation du bois derrière. Alors, pour aller plus loin, vous avez évoqué ces questions d'investissement, de choix d'investissement il y a un instant. Qui les prend finalement? Qui a la main sur ces décisions d'investissement? Et pour aller plus loin, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord à qui appartiennent aujourd'hui les forêts françaises? Alors, sur un plan très, très factuel, hein, la forêt, faut voir quels sont les propriétaires forestiers. Donc, les propriétaires forestiers, à 75% à peu près des propriétaires privés. Le reste, c'est des propriétés publiques qui se séparent entre forêt domaniale et forêt communale. Il y a un peu plus de forêt communale que de forêt domaniale. Donc ça, c'est sur le plan factuel, qui est propriétaire de la forêt. Ensuite, savoir finalement qui prend la décision. Donc là, je pense qu'il faut regarder le problème sous deux angles, hein. Tout d'abord, la forêt, elle relève du droit de propriété. Donc, c'est bien le propriétaire qui décide ce qu'il fait dans sa propriété à partir du moment où il reste dans la légalité. Donc, ça, c'est une première vue. Et après, il y a une deuxième vue qui dit que la forêt, c'est un bien commun, hein, parce qu'elle impacte tout le monde. Et finalement, le propriétaire, on peut le voir comme un dépositaire de ce bien commun et il est responsable de sa gestion vis-à-vis de l'ensemble de la forêt, quoi. Et on voit bien que les différents acteurs, ils vont plutôt adhérer à un point de vue ou à l'autre, hein. Et bon, les propriétaires forestiers ne sont en général pas opposés à cet aspect bien commun et ils ne s'opposent pas à ce point de vue. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'il faudrait payer, hein, pour l'entretien et la gestion de ce bien commun et ce qu'on appelle le paiement pour services écosystémiques rendus, hein. Donc la forêt, elle rend plein de services écosystémiques, la production de bois, le support de la biodiversité, la production d'eau de qualité, le support pour les activités récréatives. Et en fait, parmi l'ensemble des services rendus, il y en a deux qui payent, hein, c'est la production de bois et la chasse. Et en fait, ces deux services, ils payent pour tous les autres. Et donc, si on veut mettre des contraintes qui vont réduire la production de bois ou les revenus issus de la chasse, les propriétaires forestiers disent on veut bien, mais il faut quand même que les autres services ils payent un petit peu, et pour l'instant, ils ne payent pas, quoi. Et donc, c'est là qu'on aurait besoin de changements dans les politiques publiques, hein, pour apporter un soutien justement à tous ces autres services qui sont rendus par la forêt et peut-être changer un peu l'équilibre entre ces différents services écosystémiques. Merci beaucoup, Catherine. On a une question vraiment sans aucune transition, peut-être pour Serge Muller. Où est-ce qu'on en est des recherches sur la communication entre les arbres? Est-il vrai que les arbres communiquent entre eux? C'est, voilà, la personne qui nous suit nous demande très simplement mythe ou réalité? Je pense que c'est tout de même en grande partie un mythe. Il y a évidemment des échanges qui sont faits par les micro-organismes, mais on n'a pas l'ouvrage qui a été cité aussi par Jennifer Gallet en introduction, c'est une vision un peu idéaliste de la forêt, avec des arbres qui communiquent entre eux, et qu'il puisse y avoir des influences, des interactions, des échanges entre les arbres, certainement par des processus donc biochimiques ou des processus liés à des mycorhizes d'un arbre à un autre, mais c'est quand même une communication qui est chimique, qui se fait par des interactions entre les différentes espèces et différentes composantes de l'écosystème. Ou alors ça reste à démontrer, hein. Serge, une autre question qui nous est posée, plusieurs fois, qui est abordée autour de la méthode d'Akira Miyawaki, ce botaniste japonais qui nous explique qu'on peut faire pousser des mini-forêts en ville rapidement en mélangeant beaucoup d'espèces différentes, voilà, pour apporter tous les services écosystémiques dont on parle depuis tout à l'heure, à un grand nombre d'urbains. Alors, est-ce que là, on est encore dans un effet de mode ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose qu'il faut essayer en France?
Non, mais c'est quelque chose qui peut être essayé, mais encore faut voir par rapport aux conditions du milieu, conditions climatiques, conditions du substrat, quelles sont les espèces qui peuvent être adaptées, qui ont une croissance plus ou moins rapide, qui peuvent se développer en peuplement. Il ne faut pas que ces plantations, ce soient des mirages. C'est-à-dire que les arbres vivent quelques années et puis qu'ensuite on ait des mortalités. L'objectif, lorsqu'on veut lutter contre le changement climatique, c'est bien quand même d'avoir des arbres qui puissent se maintenir plusieurs dizaines d'années, dans l'idéal plus d'un siècle. Alors, si les peuplements sont trop denses, il leur faut tout de même un espace vital suffisant, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau de l'alimentation en eau, que ce soit de la lumière. Donc, on peut avoir des plantations relativement denses au départ et ensuite un élagage qui se fera naturellement. Mais bon, les forestiers savent bien faire par rapport à cela. Mais il n'y a pas de miracle par rapport à ça. Donc, qu'on le fasse, et je suis tout à fait favorable au développement des forêts urbaines dans les villes. Alors, c'est quoi une forêt urbaine? C'est pas l'équivalent d'une forêt naturelle d'une certaine manière, puisqu'à la ville, il y a quand même des espaces qui sont artificialisés, il y a des routes, il y a des trottoirs, il y a des immeubles, mais ce sont des peuplements d'arbres qui sont suffisamment denses, où on a les couronnes qui sont pratiquement jointives, où on a une canopée. Donc, elle n'est pas à 100%, mais où il y a quand même un recouvrement qui est très important. Et de ce fait, l'ombrage qui est assuré est bien plus important que lorsqu'on a un peuplement qui est beaucoup plus ouvert. Donc, on est des peuplements denses, alors qu'on appelle ça forêt urbaine. Moi, j'ai mis des guillemets lorsque je parle de forêt urbaine, mais qu'on tende vers des peuplements les plus denses possibles en fonction de chaque contexte. Il y a une analyse à faire à chaque fois. Serge, et après on reprendra d'autres questions. Moi, j'avais une question aussi par rapport à votre grande expérience des plantes, des forêts. Pour vous, en France, une forêt où il faudrait vraiment aller se promener, qu'il faudrait vraiment aller découvrir, c'est où en fait ça? Ça dépend dans quelle région on est. Si on est en région parisienne, il faut aller voir la forêt de Fontainebleau. On a des réserves biologiques à la forêt de Fontainebleau qui datent du 18e, qui datent de Louis XIV, qui ont été mises en place. Au départ, c'était des forêts artistiques liées aux peintres je ne sais plus, bon, c'était donc des forêts artistiques qui ont ensuite été classées en réserve biologique, et on a des chênes qui ont 300, 400 ans. Le chêne Jupiter avait plus de 500 ans. Donc on voit, et des peuplements qui suivent une sylvigénèse naturelle. C'est-à-dire, ce sont des vraies forêts primaires qu'on peut considérer comme primaires. Alors, au départ, c'était des chênaies. On voit qu'il y a une substitution du hêtre par rapport aux chênes selon des cycles sylvigénétiques naturels. Mais quand même, ce sont les forêts qui sont en plaine, les plus anciennes que l'on puisse avoir et qui sont les plus proches d'un fonctionnement naturel. Ensuite, dans les montagnes, évidemment, vous pourrez aller voir d'autres types de forêts, des forêts que ce soit dans les Alpes, que ce soit dans les Vosges aussi, des forêts anciennes qui montrent bien quand même des écosystèmes forestiers non exploités. Parce que, des forêts primaires, ou alors il faut aller en Guyane, il faut aller dans les forêts tropicales pour voir entre guillemets, des vraies forêts, qui ne soient pas des plantations d'arbres. 90% au moins, si ce n'est davantage, de nos forêts en métropole sont des forêts qui peuvent suivre une régénération naturelle, mais qui sont coupées à un moment donné où il y a un renouvellement du peuplement. Ce sont des forêts qui sont coupées à des âges variables selon les essences, 80 ans pour le merisier, 140 ans pour le hêtre peut-être, 180 ans pour les plus vieux chênes. Et ce sont tout de même des forêts qui n'atteignent pas leur pleine maturité. Si vous voulez aller en Europe en voir des belles, il faut aller à Białowieża, bien qu'il y ait là aussi des coupes qui soient faites de manière tout à fait regrettable actuellement. Alors, où se situe cette forêt européenne? À Białowieża, en Pologne. Ok, en Pologne. Et ça, c'est une forêt où vous êtes allé régulièrement? Non, je n'ai pas eu le plaisir d'y aller. Ok, bon, dès que le confinement est terminé, on sait où aller en vacances. Voilà. Juste une dernière question avant de repasser la parole à Thibaut. On nous demande qu'est-ce qui rejette le plus de carbone entre un arbre coupé et un arbre qui prend feu lors d'un incendie? Est-ce qu'il y a une différence? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait, mais peut-être que Catherine est plus compétente que moi sur le sujet. Je sais pas, Alors, passons la parole à Catherine. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence, vraiment.
Je pense qu'il y a peut-être une différence dans la vitesse à laquelle le carbone est restitué, mais à terme, tout le carbone pris dans l'arbre va être restitué. Hein. Ça, donc, globalement, quand elles sont détruites, le carbone repart dans l'atmosphère. Ouais. Catherine, on a une autre... Oui, pour compléter, allez-y. après coupe, finalement, le volume de bois qui reste stocké de manière longue, il est très, très réduit. Hein. C'est moins de 10% de l'arbre qui est stocké de façon durable et 90% de l'arbre repart très vite c'est des déchets qui repartent très vite dans l'atmosphère. Catherine, on a une question. Au fait, comment est-ce qu'on calcule le stockage carbone d'un arbre ou d'un hectare de forêt? Comment on fait? C'est quoi la technique? La technique, Serge en avait parlé un petit peu tout à l'heure, hein, on regarde le volume de l'arbre, on a sa densité, donc à partir de ça, on en déduit une certaine teneur en carbone. Ça, c'est pour la partie aérienne, c'est assez facile. Pour la partie souterraine, il faut savoir quelle est la biomasse de racines qui est dans l'arbre, et là, ça devient assez compliqué. Donc, on a des modèles qui relient la biomasse aérienne et la biomasse souterraine, qui sont paramétrés en fonction du type de sol, mais qui sont déjà très, très imprécis. Et après, il faut arriver à estimer la biomasse, la masse de carbone dans le sol. Et là, ça devient encore plus compliqué parce qu'il y a différentes qualités de carbone dans le sol, suivant la façon dont il est stocké, suivant la façon dont il est, suivant sa forme. Voilà. Et donc, ça sont des mesures de sol. On prélève des échantillons de sol, on les analyse par pyrolyse ou par mesure de PCR et on regarde la quantité de carbone qu'ils ont dedans. Mais ce sont des mesures qui sont quand même relativement imprécises à partir du moment où on fait des estimations à grande échelle. Alors justement, toujours sur ces... Mais ce n'est pas ma spécialité et j'ai beaucoup de mal à répondre précisément à cette question-là. Voilà. Alors j'ai une autre question sur les mesures et qui est plus proche de votre domaine de spécialité. Je me souviens de nos échanges préparatoires en préparant cet événement. Vous me disiez qu'on ne connaissait même pas la surface aujourd'hui de forêts replantées chaque année en France. Comment c'est possible ça? La surface, elle est replantée, elle peut être estimée en agrégeant des données qui sont issues d'opérateurs différents. Alors, je pense que si vous demandez aux grands opérateurs, l'ONF, les coopératives, la société forestière, les surfaces qu'ils plantent, ils ont les chiffres. En revanche, quand on s'intéresse aux propriétaires forestiers, là, ça devient difficile à agréger. Et donc, il faut passer par les opérateurs, les entreprises de travaux forestiers. Donc, il y a des estimations qui sont faites, mais qui sont assez imprécises, hein, finalement, des surfaces plantées. Ce qui est connu plus précisément, c'est le nombre de plants produits. Hein. Et donc là, il y a aussi des statistiques qui existent depuis assez longtemps sur le nombre de plants produits en France et qui reflètent un petit peu l'évolution des surfaces plantées, moyennant les différences de densité qu'on peut installer. Donc, effectivement, on ne connaît pas bien les espaces plantés et on connaît encore moins les surfaces qui sont régénérées naturellement, le flux de régénération est difficile à estimer. Alors, qu'est-ce que ces imprécisions nous disent de l'état de la recherche sur la forêt en France? On a cette question qui nous vient du public. Où en est simplement la recherche française sur la forêt en termes de financement, en termes de qualité? Donc là, je dirais que ce n'est pas tellement la recherche qui est... la recherche pourrait donner des global, indicateurs pour suivre ces valeurs-là. C'est plutôt des questions d'inventaire de la forêt. Et dans l'inventaire forestier national, il n'y a pas de mesure claire de l'état de la régénération. Parce qu'à l'époque, quand ces indicateurs ont été construits, ce n'était pas forcément une question qui était apparue comme étant importante, parce que ça se faisait bien, donc il n'y avait pas vraiment de questions fortes là-dessus. Et du coup, en France, on manque d'indicateurs. Donc, s'il fallait les ajouter, ça serait plutôt dans le cadre de l'inventaire forestier national, il faudrait rajouter des indicateurs sur la régénération. Merci Catherine. Merci Catherine. Serge, est-ce que vous voulez réagir sur cette question autour de la recherche en France sur la forêt? Oui, la forêt, ce ne sont pas que des arbres, c'est aussi une biodiversité, c'est une des composantes vraiment très importantes de la biodiversité. Et comment il est très important de pouvoir améliorer déjà notre connaissance au niveau des espèces qui sont présentes. On dit toujours que 80% de la biodiversité n'est pas connue. Alors c'est le cas
au niveau mondial, mais c'est le cas aussi pour les écosystèmes forestiers. C'est sûr qu'au niveau métropolitain, on a une meilleure connaissance que pour les forêts tropicales ou pour d'autres types d'écosystèmes, mais globalement, on a tout de même des connaissances à améliorer au niveau déjà de l'identification des espèces. Ensuite, il y a une problématique très importante par rapport à la situation actuelle, c'est la réaction de ces espèces par rapport au changement climatique. Certaines espèces peuvent s'adapter, d'autres moins bien, et que il y a nécessité forcément de mener des programmes de recherche pour savoir quelles sont les actions à mener pour pouvoir faciliter cette adaptation au changement climatique. Je parlais tout à l'heure aussi de différents modes de sylviculture, des modes de sylviculture qui peuvent être intensifs, d'autres qui sont plus extensifs et qui peuvent ménager des niches écologiques pour un certain nombre d'espèces. Alors, sur ces espèces qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique, quelles sont ces espèces, si on pouvait en citer quelques-unes? On a déjà les espèces qui sont liées à des conditions extrêmes, les espèces en haute altitude qui ne vont pas pouvoir monter avec l'élévation des étages altitudinaux, ou les espèces qui sont liées aussi à des conditions climatiques qui sont plus fragiles que d'autres. Forcément, ces espèces, les espèces qui sont les plus rares, vont être les plus vulnérables par rapport à cela. Mais le changement climatique peut aussi avoir d'autres conséquences, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, qui peuvent favoriser des espèces exotiques envahissantes et que ces espèces exotiques envahissantes peuvent impacter également les espèces qui sont les plus rares et les plus vulnérables. Est-ce que Donc il faut voir vraiment les choses de manière globale. Vous avez un exemple précis de cette concurrence entre les espèces? Je réfléchis. Okay. Alors, je vous pose une autre question du public pour faire venir des idées. On nous demande, pensez-vous des forêts verticales que l'on voit par exemple à Milan dans les tours de Bosco? Qu'est-ce que c'est que cette idée de forêt verticale? Bon, je pense que c'est plutôt spectaculaire, hein. C'est de la communication. Je ne pense pas qu'on puisse étendre ça sur l'ensemble des immeubles, ne serait-ce que parce qu'il y a besoin de sol aussi. C'est quand même assez... ça peut être réalisé à titre expérimental. Et puis, pour sensibiliser le public aussi, je pense que c'est une bonne communication par rapport à cela, mais ce ne sont vraiment pas des modèles qui peuvent être étendus. Par contre, on peut envisager tout à fait au niveau des toits des habitations, peut-être pas de planter des forêts, mais de végétaliser pour avoir donc une couverture végétale qui, là aussi, permettra d'absorber du carbone et permettra de s'opposer aussi à des émissions de gaz à effet de serre. Merci pour ces précisions. Je repasse la parole à Thibault. Oui, alors on a une autre question. Est-ce que l'enjeu en termes de quel est l'enjeu en termes de contribution à la prévention des risques naturels pour la forêt? Est-ce qu'il y a un vrai rôle à jouer là pour ce qui est de la prévention des inondations, des glissements de terrain? Est-ce que c'est un autre enjeu qui nous pousse à miser sur cette reforestation, cette régénération des forêts? Catherine Collet, peut-être, c'est pour vous. La forêt, elle a toujours joué le rôle, un rôle de protection contre les risques, hein. Le premier auquel on pense, c'est effectivement la restauration des terrains de montagne, la RTM, où il y a eu des reboisements importants qui ont été faits depuis le 19e siècle. Donc on plante des arbres sur des pentes pour éviter l'érosion et la chute des rochers. Et donc il y a beaucoup de ces peuplements-là qui arrivent maintenant, de ces qui arrivent à maturité, et se posent la question justement de comment les entretenir. Après, sur la question des inondations, hein, il est évident que la forêt, c'est un réservoir d'eau et joue un effet tampon très important. Il y a beaucoup de zones humides qui sont... La forêt est souvent située dans des zones humides. Et entretenir les forêts, maintenir ces zones humides, ça peut être un moyen de réguler l'eau. Après, dans les autres risques naturels, faudrait je n'ai pas la liste complète en tête, il faudrait voir.
Bon, on voit en tout cas qu'il y a en un rôle Allemagne, important qui est joué. en Allemagne, ils ont effectivement fait l'expérience là, de bloquer un massif forestier complet là, sur plusieurs centaines d'hectares, où c'est dans une zone un petit peu hydromorphe, et ils ont effectivement bloqué tous les canaux, tout ce qui avait été ouvert hein, pour favoriser la rétention d'eau et essayer de réguler les risques d'inondation. Donc c'est un des moyens hein, qui permet de remettre hein, ces flux plutôt naturels hein, d'eau. Alors, il y a ce rôle effectivement face aux risques climatiques, face aux risques, les inondations, les glissements de terrain. Il y a aussi tous les autres bienfaits de la régénération forestière qu'on a évoqués depuis le début de ce webinaire. Et pourtant, je me réfère encore à nos échanges préparatoires où vous disiez qu'il y avait des oppositions de la population à cette régénération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que j'avais été très frappé par cela et vous l'aviez d'ailleurs brillamment expliqué dans un article qui a été publié sur The Conversation il y a quelques semaines. Des oppositions aux plantations Oui. Oui, quand on fait des enquêtes auprès du public, hein, on voit qu'il y a des oppositions très très fortes au système de plantation. Et quand on décortique finalement quelles sont les étapes hein, qui posent le plus de problèmes, c'est la coupe rase, hein, plus que la plantation. C'est ensuite la mécanisation qui lève aussi des fortes oppositions. Et puis le troisième volet qui lève des fortes oppositions, c'est l'enraisinement. Alors après, quand on dit plantation, les gens ils ont souvent le système en tête avec les grosses machines, les résineux et la coupe rase. Bon, la plantation, c'est plus que ça. Hein. Il y a aussi des plantations feuillues. Et là, effectivement, les oppositions sont bien moindres. Et bon, sur les coupes rases, la question, elle est probablement moins caricaturale que ce qu'on présente. Hein. La coupe rase, elle a un effet paysager qui est effectivement très très fort. Au niveau ensuite de son impact sur le cycle de la forêt, bon, à part des coupes rases qui seraient vraiment très très grandes, les coupes de quelques hectares, la forêt, en tout cas chez nous, hein, se régénère très vite et ça n'a pas d'impact sur le cycle. Ce n'est pas ça qui va dégrader très fortement la forêt. Je pense qu'il y a beaucoup plus de risques avec la mécanisation, par exemple, qui là peut avoir des impacts si la mécanisation n'est pas contrôlée, si on met des engins trop gros à des périodes de l'année où le sol est très fragile, on peut avoir des impacts qui peuvent durer sur des très grandes durées, quoi. Voilà. Et après, sur l'enraisinement, bon, ben, il y a aussi des impacts qui sont clairs et c'est aussi un choix hein, qu'il faut faire par rapport au type de forêt qu'on souhaite avoir, le type de produit qu'on souhaite sortir. Oui. On a une autre question un petit peu dans le même sens. Finalement, est-ce que les sylvicultures peuvent être considérées comme des forêts en tant que telles? Ou est-ce qu'il y a des différences quand même? Les sylvicultures, excusez-moi. Est-ce que les sylvicultures sont voilà, des terrains où on a replanté des arbres, où on a régénéré la forêt? Est-ce que ce sont des forêts comme les autres finalement, des plantations artificielles d'arbres? Ben, ce sont des forêts. Hein. Si on reprend la définition de la FAO, c'est une forêt. Ensuite, une forêt comme les autres, c'est un terme qui est un petit peu drôle parce que chaque forêt est particulière. Hein, donc, elles remplissent un ensemble de fonctions, un ensemble de services. Et je pense que bon, il y a des forêts qui remplissent mieux certains services écosystémiques que d'autres et pas les mêmes, quoi. Et je pense que là, effectivement, il faut qu'on fasse collectivement un choix sur qu'est-ce qu'on veut que notre forêt produise comme service. Et puis, voilà, c'est un choix collectif à faire. Et une des réponses qu'on peut apporter, c'est effectivement la diversité. Alors, la diversité, on peut l'avoir au sein de chaque peuplement. Il faut avoir des peuplements mélangés. En France, on a beaucoup de peuplements mélangés. Hein. Les 70% de la forêt française est mélangée. Mais aussi, il faut avoir de la diversité entre les forêts, entre les peuplements. Avoir des peuplements monospécifiques, ce n'est pas très grave si à côté, il y a aussi des peuplements mélangés. Et la forêt française a une certaine chance, c'est qu'elle a une diversité qui est très très grande, hein, de par sa biogéographie. Hein. En Europe, je crois qu'il y a 13 ou 15 types forestiers qui sont faits. Hein. Le FI a donné des types forestiers. Et sur ces 13 ou 15 types, il n'y en a que 2 ou 3 qu'on ne retrouve pas en France. Donc, de par sa biogéographie, on est déjà très différent. Et aussi de par son histoire. On a des feuillus, on a des résineux, on a des peuplements écuyènes, des peuplements irréguliers. Et je pense que cette irrégularité, hétérogénéité à large échelle, est aussi un facteur de stabilité dans le temps.
Merci, Serge Muller Catherine. Pardon. Serge Muller voulait ajouter quelque chose. Oui, je vous ai montré les plantations d'épicéas qui avaient dépéri à leur suite aux proliférations de scolytes. Alors, ce sont des forêts, si l'on veut, si l'on considère que tout peuplement d'arbres est une forêt, mais c'est quand même avant tout quand même des peuplements monospécifiques d'une essence qui n'a pas toutes les qualités au niveau de la biodiversité, au niveau de services écosystémiques. Et on voit bien qu'elle est très fragile aussi, cette forêt, par rapport à des forêts naturelles, par rapport à des chênaies qui correspondaient au peuplement forestier originel de l'Argonne. Donc, ce sont des forêts aussi, tout dépend de la définition que l'on donne de forêt. Je suis bien d'accord avec Catherine par rapport à ça. Malheureusement, la définition de la FAO, elle ne fait pas la distinction entre les plantations d'arbres et les forêts naturelles. Alors, au niveau du territoire métropolitain, la différence n'est pas très, très sensible, mais elle est beaucoup plus encore au niveau des forêts tropicales. Lorsqu'on a des plantations monospécifiques d'une espèce, que ce soit en Guyane ou dans d'autres forêts tropicales, la différence est beaucoup plus grande par rapport à une forêt naturelle qui, elle, est très riche en espèces. Donc, on ne peut pas avoir un modèle centré uniquement sur la métropole. Et sinon, si je peux répondre, j'ai réfléchi entre-temps par rapport à la question de Jennifer, par rapport à des espèces qui seraient sensibles par rapport au changement climatique et à l'action de l'homme. Alors, je cherchais dans ma tête plutôt des espèces végétales et j'ai travaillé sur la lignée boréale dans le parc national de la Vanoise il y a quelques années. C'est une espèce qui est inféodée aux forêts de conifères, principalement des forêts d'épicéas, mais aussi d'autres espèces de conifères, avec un échelonnement en altitude. Les plus basses, c'est à 1300 mètres. Forcément, j'avais mis en place alors un gradient sur une forêt pour évaluer la sensibilité par rapport au changement climatique. Et je pense que ce sont les stations de plus basse altitude qui sont les plus vulnérables. Bon. Ensuite, des espèces animales. Alors, on a beaucoup parlé du Grand Est. Vous avez quand même 2 espèces de tétraonidés dans le massif vosgien qui sont vraiment dans une situation très vulnérable. C'est le grand tétra et c'est la gélinote des bois qui souffrent d'une part du changement climatique aussi, mais également de différents modes de sylviculture, d'actions de chasse qui sont menées sur leur territoire, du dérangement par les populations humaines. On a une convergence de causes qui conduisent à une très grande vulnérabilité de ces espèces, pour lesquelles alors, des actions spécifiques, on n'a pas beaucoup parlé de réserves, mais de la mise en place, que ce soit des réserves biologiques qui sont gérées par l'Office national des forêts ou des réserves naturelles nationales qui ont un statut donc, de protection nationale, qui peuvent permettre par une gestion adaptée à cela ou par une absence de gestion sur ces peuplements de préserver des habitats favorables à ces espèces. Voilà. Merci Serge d'avoir fait marcher la mémoire. Alors, je vous signale qu'il nous reste 7 minutes encore pour échanger sur ce beau thème des arbres et des forêts. Et je vous propose d'aborder un aspect plus économique en fait, de cette question et une question pour Catherine Collet autour de ce qu'on fait des arbres qu'on fait pousser en France. Qu'est-ce qu'ils deviennent en fait? À quoi ils servent principalement? Ils servent à chauffer, ils servent à faire des meubles, les grands ensembles comme ça d'objectifs des espaces forestiers au niveau économique. Donc oui, vous l'avez. À nouveau, je ne suis pas du tout une spécialiste de ces questions. Je vais pouvoir surtout vous donner des généralités et pas des chiffres précis. Donc les bois, ils sont classés en différentes qualités. Une partie, les meilleures qualités, partent pour l'ameublement. Après, il y a tout ce qui reste en bois massif, c'est ce qui va partir après pour de la construction. Et ensuite, il y a toute une série de produits de bois qui vont servir en bois reconstitué pour des panneaux, pour tout ce qui est reconstitué. Ensuite, il y a tout ce qui est biomasse pour l'énergie. Donc ça, ce sont les grandes catégories et je ne serai pas capable de vous donner quelle est la répartition entre ces différentes catégories qui varie bien sûr selon les essences.
Est-ce qu'on exporte beaucoup de nos bois en France vers l'étranger? Est-ce qu'on fournit beaucoup de bois? Est-ce qu'on en importe? Est-ce qu'on a une idée comme ça de ce qui sort et de ce qui entre au niveau des arbres? On est plutôt exportateur de bois. On est plutôt exportateur de bois et importateur de produits finis. Donc on cite souvent l'exemple de la Chine, avec du bois brut qui part en Chine et ensuite on réachète les produits qui sont fabriqués en Chine. Des pays comme la Chine sont aussi des importateurs de bois pour leur propre marché. Et globalement, effectivement, on a plutôt tendance à exporter notre matière première plutôt que des produits finis, ce qui, sur un plan économique, on ferait mieux de transformer nous-mêmes les produits et d'exporter des produits transformés. Tout à fait. Et les essences qui sont le plus exportées de la France vers l'étranger, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ou non? Non, mais peut-être le chêne quand même, non? Nos beaux chênes. Bon, ça veut dire qu'il faut qu'on prépare un article pour Conversation sur cette question pour y répondre. Alors, on a une question très d'actualité autour des arbres de Noël, en fait, où on nous demande, en gros, comment essayer d'être le plus durable à Noël avec son sapin de Noël. Alors, est-ce qu'il faut un sapin? Est-ce qu'il ne faut pas de sapin? Est-ce qu'il faut un sapin du Morvan ou pas? Serge, c'est quoi le bon conseil? Le sapin de Noël, c'est de la culture. C'est vraiment, alors là, c'est pas de la forêt. C'est de la culture d'arbustes qui font 1 mètre ou qui font 2 mètres ou 3 mètres pour les plus grands. Et dès que les arbres sont coupés, ils sont replantés à partir de semis. C'est pas de la forêt, je dirais. Alors, il y a toujours la solution aussi du sapin artificiel, c'est pas, ou du sapin pérenne, mais c'est plus difficile. Je ne sais pas si Catherine a des idées par rapport aux superficies que cela représente, les sapins de Noël au niveau de... Non, en termes de superficie, non. Et effectivement, ce n'est pas classé en forêt, exactement. Donc, pour produire un sapin, il faut à peu près une dizaine d'années. Il y a des filières bio, il y a des filières qui ne sont pas bio. Donc, le ratio entre les deux, c'est suivant la demande. Et actuellement, effectivement, ce sont des filières qui peuvent utiliser, je vous ai dit tout à l'heure que la forêt utilisait assez peu quasiment pas de pesticides. Le sapin de Noël non bio en utilise un petit peu dans les premières années. Et le sapin de Noël bio n'en utilise pas. Voilà. Et ce sont des filières qui sont spécifiques sapin de Noël. Ce n'est pas un arbre forestier qu'on va couper. Ce sont des parcelles qui sont installées pour faire du sapin et qui sont coupées en général entre 7 à 10 ans. Et le marché du sapin de Noël, il est également européen. Ce n'est pas un marché français quand même. Justement, est-ce que vous confirmez un chiffre que j'ai vu passer, que 80% des sapins en Europe dans les foyers à Noël venaient du Danemark? Alors, je ne sais pas si c'est 80%. Non. Je sais que le Danemark est un très gros producteur de sapins de Noël. Oui. Le Danemark, la Belgique. Je suis pas d'accord, Serge. Souvent, les sapins, ce ne sont plus des épicéas comme c'était le cas dans le temps. Il y a beaucoup de sapins Nordman maintenant. Et que au moins dans le Grand Est, on a une provenance venant de l'Ardenne belge. Très bien, écoutez, merci à tous les deux. Il nous reste encore une petite minute. Jennifer, est-ce que tu n'as pas une toute dernière question? Moi, j'en ai une au cas où pour Catherine Collet, un aspect qui n'a pas du tout été abordé, qui m'intéresse en tant que journaliste économique, encore une fois. C'est sur la question du travail dans les forêts que vous avez souligné dans votre intervention au début. On manque de main-d'œuvre aujourd'hui. Ce sont des secteurs qui recrutent la sylviculture. Alors, ce sont des secteurs qui recrutent, et comme je l'avais dit, là, ce sont des métiers qui sont très peu attractifs. Et finalement, dans ce qu'on appelle les travaux sylvicoles, donc dans les jeunes stades, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent des pays de l'Est parce qu'on n'arrive pas à recruter des gens sur place. Alors que ce qui est intéressant dans la forêt, c'est que c'est un emploi qui est non délocalisable. Et donc, ça pourrait être un gisement pour du travail local. Maintenant, les conditions sont difficiles. Serge, pour non, mais c'était un mot de la fin qui n'a rien à voir avec la question. Par rapport au changement climatique, c'était pour vous dire qu'on n'aura pas de vaccin contre le changement climatique et qu'on n'a qu'une seule planète.
Donc, il faut qu'on fasse vraiment les efforts nécessaires pour limiter le changement climatique et avoir une planète qui soit viable pour nos descendants à la fin du XXIe siècle. Voilà le message que je voulais faire passer. Écoutez, le message est passé. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup Catherine et bien sûr beaucoup Jennifer et à tous ceux qui ont permis à ce webinaire d'être organisé, de se dérouler. Merci bien entendu à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été très très nombreux, 1300 à vous être inscrits et à peu près le même nombre à nous avoir suivis au début. Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, l'équipe de The Conversation vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, à 18h, pour le webinaire dédié à l'espace. Effectivement, on n'a qu'une Terre, mais ça ne nous empêche pas de regarder vers le ciel et ce webinaire sera consacré à l'espace. Le titre, c'est « À la reconquête de l'espace », tout un programme. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, encore une fois, un grand merci à vous et pour ces échanges de grande qualité. Merci à tout le monde.